Hello, good morning, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis coach spécialiste dans les relations amoureuses et également en hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, ou si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement privé dans le cadre de votre ascension sociale ou dans le cadre du domaine amoureux. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager la vidéo. C'est très important pour l'algorithme. Alors, petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour, je vais vous parler, vous l'aurez deviné, de la masterclass protection. Elle aura lieu d'ici la fin du mois de septembre. Le but de cette masterclass, c'est vraiment de pouvoir donner aux femmes toutes les armes possibles pour se protéger sur le plan financier et sur le plan légal dans le cadre du mariage. Parce qu'on assiste à beaucoup trop de scénarios où on voit des femmes se faire arnaquer, comme c'était le cas avec Halle Berry récemment, avec des femmes qui se retrouvent en fait sans le sou parce qu'elles n'ont pas en fait fait le bon choix sur le plan juridique et sur le plan financier quand elles ont décidé de se marier. Donc cette masterclass est primordiale, il faut absolument la prendre si vous avez l'intention de vous marier pour vous protéger au mieux dans l'avenir. Alors, le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de la médiocrité des pasteurs congolais. Et on va illustrer ces propos avec le cas de Mike et Peniel Kalambay. Il me faudra beaucoup de courage et beaucoup de force pour pouvoir traiter ce sujet. Donc, on ne va traiter que de ces deux protagonistes aujourd'hui. Et naturellement, on réserve la suite pour les prochaines vidéos, à savoir sur Joël Tatou et son épouse, et éventuellement Moïse Ndiaye, parce que lui non plus ne sera pas épargné. Commençons par le commencement. Qui est Mike Kalambay? L'homme que vous voyez à l'écran. Eh bien, j'ai presque envie de dire personne, parce que réellement, j'ai fait beaucoup de recherches et je n'ai rien trouvé d'intéressant au-delà de l'aspect religieux de la chose. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a ni diplôme, ni certificat, un homme qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas de carrière civile, c'est-à-dire de carrière normale avec des diplômes dans une industrie, rien de tout ça. La seule expérience en fait qu'il a, c'est dans le domaine du gospel. Et là, on trouve les informations suivantes, que c'est un chanteur, un auteur, compositeur, et également un pasteur. Il est né le 21 avril 1980, donc il a 43 ans à l'heure actuelle, et il a bercé en fait dans la foi chrétienne dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis l'âge de 7 ans, et il chantait dans sa chorale lorsqu'il était jeune. Ensuite, on dit également qu'il est très proche d'une certaine église qui s'appelle la cité Bethel de Kinshasa, du père de Moïse Ndiaye, qui lui aussi est un autre pasteur congolais, et c'est à peu près tout. Et qu'aujourd'hui, donc depuis 2019, il a créé sa propre église. Donc, on a ici un tonton qui a 43 ans et qui, au-delà de l'aspect religieux, au-delà du domaine religieux, n'a rien construit, n'a rien bâti, en fait, n'a même pas de CV. Donc, si c'est quelqu'un qui devait revenir dans le monde, entre guillemets, des personnes normales et pas juste dans le monde pastoral, bah, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de CV. Or, le CV, c'est quand même une photographie du parcours de vie de quelqu'un. Quand on demande le CV de quelqu'un, c'est parce qu'en fait, ça en dit long sur la personne. Par exemple, ici en France, une personne qui a fait une classe préparatoire, on sait que c'est quelqu'un qui aura une grande résistance au stress, par exemple. Une personne qui a travaillé dans X, Y entreprise, on sait à peu près les compétences qu'il a pu acquérir et les efforts qu'il a dû fournir pour arriver à ce niveau. On peut également juger quelqu'un à partir de son CV. Si c'est quelqu'un qui est très volatile, qui change d'entreprise tous les 6 mois, on sait qu'en fait c'est un red flag, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est quelqu'un au contraire qui est très stable, qui reste, j'en sais rien, 5 ans, 10 ans dans chaque entreprise, on sait que c'est quelqu'un qui pourra être loyal sur le long terme. Donc les gens pourront investir sur lui en tant qu'employé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le CV c'est important. Et donc je n'ai rien contre
pasteur, pasteur entre guillemets, hein, Mike Kalambai, mais il faut dire ce qui est. La plupart de vos pasteurs en RDC sont des personnes qui, si l'église n'existait plus en RDC, se retrouveraient au chômage parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils n'ont aucun savoir-faire et parce que tout simplement ils n'ont jamais eu d'expérience dans le monde réel. Ça, c'est un fait. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, si vous habitez en France, par exemple, et que vous voulez acheter, voilà, vous voulez prendre un crédit pour acheter une maison, votre banquier va vous demander vos fiches de paie. Ou alors, si vous avez une entreprise, on va vous demander, en fait, on va dire, vos ressources sur les 3 dernières années. Parce qu'un travail est censé être quelque chose de périn, de stable, de durable dans le temps. Or, être pasteur n'est pas un travail. Vous n'avez ni fiche de paie, ni revenu constant. L'argent que les pasteurs ont, ce sont clairement en fait les gyms, c'est-à-dire que vous attendez clairement que d'autres personnes, vos fidèles, viennent vous nourrir à chaque fin du mois ou alors à chaque fin de culte. Donc typiquement, ce genre de personnes, ici en France, seraient considérées comme parasites et ne pourraient pas intégrer une vraie société comme telle. Parce que quand on vient s'installer en France, donc je prends le cas de la France parce que j'habite en France, à Paris maintenant, on va vous demander des ressources suffisantes et pérennes dans le temps. Or, être pasteur, je le répète, n'est pas un métier. À la base, c'est une vocation. Donc moi, je n'ai rien contre les pasteurs à partir du moment où, au-delà de cette vocation, il y a un métier derrière. Il y a on va dire, des diplômes derrière. Il y a une expérience professionnelle derrière, admettant un pasteur qui est, je ne sais pas, avocat, du lundi au vendredi, mais du samedi au dimanche, parce que c'est sa passion, il va aller prêcher. Là, j'ai pas de problème parce que c'est quelqu'un qui ne dépend pas financièrement de ses fidèles. Là où je trouve que ça devient problématique, c'est quand on a des tontons comme Mike Kalambai, comme Joël Tatou, qui n'ont pas de vraie profession à la base, à l'origine, et qui finalement, en fait, on se pose des questions. Comment vous faites pour avoir une santé financière? Comment vous faites pour venir en fait assouvir à vos besoins sur le plan financier? Moi, c'est la question que je me pose. Et quand on creuse, on trouve des choses qui ne sont pas belles. Le problème de la RDC, selon moi, c'est un problème qui dépasse bien évidemment le monsieur que vous voyez ici à l'écran. Ça dépasse évidemment les pasteurs. C'est presque un problème qui est structurel. J'ai l'impression qu'on fait tout pour maintenir en fait une grande partie de la population dans la distraction, dans les bêtises. Et pour ça, on va utiliser plusieurs piliers. On va passer par la musique avec les musiciens que vous connaissez. On va passer par l'alcool, la boisson, la fête. On va également passer par le pilier spirituel avec des églises. Aujourd'hui, en RDC, il y a plus d'églises que d'écoles, plus d'églises que d'hôpitaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez normal? Moi, je suis absolument choquée de voir, de constater ce genre de choses. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier de la politique, avec tout ce qui s'ensuit, hein, la corruption, etc., les pots de vin. Par exemple, récemment, il y a un conseiller présidentiel qui a été condamné parce qu'il a pillé les caisses de l'État. Et aujourd'hui, donc 3 ans après l'affaire, il se retrouve à la tête d'un ministère en fait lié à l'économie. Est-ce que je suis la seule à trouver ce genre de choses aberrantes? On parle d'incongruités qui sont spectaculaires, je trouve. Eh bien, de manière générale, c'est ça. En RDC, on fait exprès de garder la population dans la distraction, dans le divertissement, dans la bêtise. Pendant ce temps, on a pas mal d'entreprises, généralement qui sont étrangères, qui vont venir piller les ressources du pays. Je ne vous apprends rien, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Et c'est bien là, en fait, j'ai envie de dire, la malédiction, entre guillemets, de notre continent africain. Pour revenir aux pasteurs, ils sont mis sur un piédestal. On les considère comme des dieux vivants, avec cette fameuse phrase que l'on sort à tout va, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas aux oins de Dieu. Qui vous a dit que eux, ce sont des oins et pas vous? Je veux dire, il y a quand même on va dire, un vrai problème psychologique dans la société congolaise de la RDC avec des personnes qui ont, je trouve, un statut particulier comme les pasteurs, les hommes politiques et les musiciens. Au Congo, si tu veux t'enrichir, il n'y a que 3 voies possibles, la politique, la musique et, j'ai envie de dire, l'église, tout simplement. Il y a des personnes qui se sont enrichies sur le dos de l'église. Comprenez bien mes propos. Le problème ici, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la spiritualité, mais la manière dont certaines personnes détournent ces choses-là pour pouvoir s'enrichir,
pour refuser de travailler, parce que clairement c'est un refus de travail. Si on décide d'appliquer à la lettre les propos de la Bible, on vous dit que vous mangerez à la sueur de vos fronts. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène où tu peux aujourd'hui être pauvre, tu te réveilles demain en créant une église et bam, tu deviens millionnaire au bout d'un mois. Et ça, c'est quelque chose qui est gravissime parce qu'il n'y a aucun contrôle de l'État en RDC sur les églises, etc., etc., contrairement à un pays comme le Rwanda. Et je sais qu'il y a beaucoup de clash entre la RDC et le Rwanda, je sais, mais quand un pays fait les choses bien, il faut reconnaître. Aujourd'hui, au Rwanda, pour avoir une église, il faut avoir eu des diplômes en théologie. Pourquoi pas appliquer le même principe, en fait, tout simplement, en RDC. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des personnes en RDC, à cause de leur mission, de leur métier ou de leur vocation, ont des statuts privilégiés. Donc, on va mettre sur un piédestal des personnes qui, dans une société fonctionnelle, dans un pays comme la France, la Belgique, ne voudraient rien parce qu'ils n'apportent rien à la société. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui chantent tout le temps, qui prient tout le temps. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de médecins, on a besoin d'avocats pour que le pays, le continent de manière générale, puisse avancer, puisse progresser. Donc ça, c'est important vraiment de comprendre ce contexte-là. C'est que les hommes, entre guillemets, spirituels, les hommes de Dieu, entre guillemets, je considère qu'on est tous et tous enfants de Dieu, et bien certains, parce qu'ils ont créé une église, parce qu'ils prient, parce qu'ils chantent, vont avoir cette Torah, vont être mis sur un piédestal alors qu'il n'en est rien. Ce ne sont pas des personnes extraordinaires, ce ne sont pas des personnes spéciales, mais parce qu'elles font certains métiers, elles vont avoir accès à certains privilèges. Ensuite, on en arrive à notre chère Péniel. Et j'ai beaucoup de peine quand je vois cette femme parce que je vois en elle un destin qui a été brisé. Je vois en elle quelque chose que l'on a dérobé. C'est quelqu'un qui aurait pu faire de grandes choses, mais qui, parce qu'elle a fait un mauvais choix en termes de conjoint, elle en a payé le prix fort en termes d'humiliation, en termes vraiment de dégradation. Elle a vécu beaucoup de choses et je vais essayer d'en parler dans cette vidéo. Donc Péniel, elle est née au Congo, en RDC, et elle est venue aux États-Unis, à Dallas plus précisément, lorsqu'elle était très jeune, et elle a la nationalité américaine. C'est ma concitoyenne, ma compatriote, puisque je suis également américaine, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc on a une femme qui est aux États-Unis. Et quoi qu'on en dise, je suis désolée, les États-Unis restent la première puissance au monde. Avoir un passeport américain, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Quand vous sortez ce passeport, et je peux vous le dire parce que j'en ai un, à l'étranger, les gens vous respectent, les gens vous regardent différemment, ils se disent « Wow, c'est quelqu'un qui pèse en cas de problème. » Je sais que le gouvernement américain, les militaires américains viendront la sauver. We cannot mess with her. On ne peut pas déconner entre guillemets avec elle. Votre passeport vous protège. Vos passeports européens ou américains, occidentaux de manière générale, vous protègent. Surtout le passeport américain qui, selon moi, est le plus puissant au monde. Donc, on a une jeune femme qui a grandi aux États-Unis, qui, en grandissant, était très timide, très calme, mais surtout très intelligente. C'est quelqu'un qui avait de très grandes ambitions. C'est quelqu'un qui voulait aller loin dans la vie. C'est quelqu'un qui voulait faire des études. Et elle a même obtenu, du coup, une bourse de son État où elle allait, en fait, aller dans une université américaine. Durant ces années-là, en fait, toutes ces études auraient été financées à 100% par l'État. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le système scolaire américain, vous savez que les études coûtent extrêmement cher. On parle d'un budget de 30 000 $ par an pour une année universitaire. Donc imaginez en fait le coût pour un bachelor qui se fait sur 4 ans ou avec un master, donc on part sur 5 voire 6 ans. Et bien Péniel, elle a eu de la chance en fait d'être financée à 100% pendant toutes ces années jusqu'au master par l'État américain. Et elle va décider de refuser ça. Pourquoi est-ce qu'elle refuse ça? Pour aller se marier à l'âge de 18 ans. En fait, pour réellement comprendre ce choix-là, qui a été selon moi le pire choix de toute sa vie, il faut remonter à la source, notamment à la cellule familiale de Péniel. Donc elle-même, elle est issue en fait d'un père qui est un pasteur et elle est selon moi issue d'une famille un peu bancale. Du moins, la cellule familiale n'est pas clean à 100%. C'est vraiment une famille congolaise typique. On va avoir, par exemple, elle a raconté lors d'une interview récente,
Lorsque, par exemple, il y a des visiteurs qui vont venir chez la famille de Péniel, la mère de Péniel va la laisser dormir au salon et elle va accueillir des gens chez elle pendant 3 4 mois, gratuitement, pendant que ses enfants vont dormir au salon et le lendemain doivent retourner à l'école. Vraiment, ce genre de pratique qu'on voit couramment dans les familles congolaises, elle a grandi dans ça. Elle a vécu dans ça et pour elle, c'était naturel. Même jusqu'en fait à la dernière nuit où elle a passé chez elle, dans la maison familiale, elle a dormi au salon. La nuit, en fait, où elle devait dormir pour que la veille, elle puisse se marier, elle a dormi au salon parce que sa mère avait accueilli des gens et ces gens ont dormi dans sa chambre. Donc, vous voyez un peu le mindset, vous voyez un peu voilà, l'environnement dans lequel elle a grandi. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et selon moi, ça n'engage que moi, je pense que la cellule familiale n'était pas à 100% saine, n'était pas à 100% healthy. On ne peut pas recevoir des gens tout le temps chez soi durant plusieurs mois alors qu'on a des enfants déjà en bas âge. Et surtout, on met en péril la santé des enfants parce qu'ils n'ont pas à dormir au salon à chaque fois, alors qu'ils ont des chambres chez eux. Et la mère de Péniel, c'était ça. C'était vraiment quelqu'un qui accueillait tout le monde à bras ouverts, tous les pasteurs, tous les hommes d'église, elle les accueillait chez elle à bras ouverts. Et pour moi, ça, c'est un comportement qui n'est pas normal. C'est un comportement qui est toxique, ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est vraiment le seul détail que je donnerais par rapport à ça, parce que j'ai envie de protéger la mère, j'ai envie de pas trop entrer en détail dans la vie des gens. Mais selon moi, on part pas d'une cellule familiale qui est saine. Mike Kalambay et les parents de Péniel se connaissent, puisque Mike Kalambay venait lui aussi à Dallas dans la famille de Péniel quand il était en visite durant ses voyages. Il venait dormir en fait chez eux. Et donc c'est apparemment comme ça qu'ils se sont rencontrés et ils sont tombés amoureux. Ils ont essayé de se marier. À l'époque, Péniel a 18 ans. Elle vient entre guillemets de devenir majeure. Elle commence sa petite vie amoureuse, sa petite vie en fait tout simplement. Et ses parents acceptent de la laisser se marier avec un tonton qui a déjà pas mal d'expérience déjà en amont et surtout un tonton qui a plus de choses à gagner qu'à perdre avec ce mariage. Donc on décide de manière volontaire. Et là en fait c'est Péniel qui a fait son choix et les parents n'ont pas eu leur mot à dire alors qu'ils auraient pu intervenir selon moi. Donc on laisse quelqu'un qui est promis à un avenir brillant avec des études en université financées par l'État, on la laisse se marier à l'âge de 18 ans. Donc sans études, en plus elle arrête ses études au niveau du bac, on la laisse aller se marier à quelqu'un et en plus d'aller s'installer en Afrique. Tout ça à 18 ans. Je crois que ça fait beaucoup trop. Et donc c'est ainsi que les deux protagonistes vont se marier. Elle va rapidement tomber enceinte et ça va être le début des problèmes. Petit aparté, c'est quelque chose qui arrive très souvent, notamment en France ici. On a soi-disant des tantines, des mamans, qui veulent que leurs filles épousent des pasteurs ou des frères en Christ. On va aller vous ramener en fait des tontons qui sont en Afrique, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de papier, et vos parents vont vous pousser en fait au mariage avec ces personnes-là. J'ai presque envie de dire que c'est criminel en fait. Comment est-ce qu'on peut hypothéquer l'avenir de son enfant de la sorte? J'ai envie de dire que pourquoi ne pas laisser ton enfant finir ses études, rencontrer quelqu'un de son niveau, pourquoi pas viser le top en fait de votre communauté, du pays dans lequel vous êtes. Surtout aux États-Unis, c'est un pays de millionnaires, c'est un pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des avocats, des chirurgiens, des traders. Pourquoi obliger un enfant de 18 ans à se marier avec quelqu'un comme Mike Kalambay? Bref, on referme la parenthèse. Pour moi, ça a été une erreur en fait catastrophique et je blâme les parents et je blâme aussi Péniel. Tu ne peux pas hypothéquer ton avenir pour un homme, refuser de poursuivre tes études pour un homme que tu viens à peine de connaître. Et c'est une décision qu'elle va très très rapidement regretter. D'après les dires de Péniel, ce n'est pas moi qui le dis, en fait, son mariage va être cauchemardesque. Dans un premier temps, son mari l'aurait trompé avec une de ses cousines sous le toit de leur parrain. Donc, elle et Mike Kalambay habitaient quelque temps chez leur parrain, ou du moins ils étaient en déplacement chez leur parrain, et ce fameux Mike en a profité pour sortir avec la cousine de Péniel. D'après c'est dire, ce n'est pas moi qui le dis, j'étais pas là quand ils ont fait ça, j'en sais rien, mais je me base sur les propos dits par Péniel.
Et elle déballe en fait tout ça lors d'une interview qui a fait beaucoup de buzz, mais vraiment incroyable. Et elle raconte en fait tous ses problèmes de couple vraiment à cœur ouvert. En disant qu'elle était dans un mariage avec beaucoup de violence, beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges. Et que le Mike que vous voyez en fait sur les réseaux sociaux, c'est pas un homme bien. Pire encore, elle raconte que lorsqu'elle était enceinte de leur deuxième enfant, bah, ce fameux Mike Allenby l'aurait frappée. Et en plus de ça, euh, il l'aurait également trompée avec d'autres sœurs en Christ, d'autres personnes qui chantent dans sa chorale. Et c'est peut-être, selon moi, je dis peut-être, je n'ai pas, en fait, je ne peux pas confirmer ça, peut-être la raison pour laquelle leur deuxième fils est né avec un certain problème au niveau du cou de ses jambes. Ça peut être en tout cas une explication. Je sais que la violence physique sur une femme enceinte a des répercussions directes sur l'enfant. Donc, à creuser. Je vous passe rapidement les détails, mais vous devez comprendre que Péniel a décidé de tout déballer sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'est vraiment la catastrophe, puisqu'elle fait le portrait, elle décrit le portrait d'un homme qui est violent, menteur, trompeur, manipulateur, qui est un faux, entre guillemets, pasteur, un faux frère en Christ. Et en fait, elle raconte tout ce qu'elle a vécu en fait dans son mariage. Elle raconte aussi l'hypocrisie de ces soi-disant hommes de Dieu, l'image qu'ils ont en public et la réalité qui est dans leur foyer. Elle va aussi changer en fait son nom et remettre son nom de jeune fille sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment un choc dans la communauté congolaise. On a des personnes qui vont monter au créneau pour l'insulter elle, au lieu d'insulter l'homme qui a commis ces choses-là. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, dans la communauté congolaise, il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Les chanteurs, les pasteurs et les hommes politiques. À chaque fois que vous allez dire la vérité sur ces personnes-là, il y aura des personnes, des personnes qui sont complètement stupides qui viendront vous insulter en fait et vous dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Parce qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus d'eux, que ce sont soi-disant des oins de Dieu. Eh bien, Péniel, elle a subi une violente haine vraiment de la part de la communauté congolaise. Les gens, au lieu de soutenir en fait finalement la victime, l'ont attaqué. Et c'est souvent comme ça en fait dans les communautés africaines, quand par exemple on va avoir une femme qui va subir un VIOL, ben, parce que c'est quelque chose d'honteux, on ne peut pas exclure le père, la personne qui a commis ça par exemple, on va aller exclure la fille qui a été victime. Eh bien, dans la communauté congolaise, c'est un peu pareil. On fonctionne vraiment à l'envers, en fait. Au lieu de soutenir la victime, on va aller soutenir le bourreau parce que ce sont des choses qu'on ne déballe pas en public et parce qu'on n'a pas envie de voir ce qui se passe là. Parce qu'il faut se le dire, beaucoup de foyers congolais sont toxiques. Alors, je ne parle pas des gens de notre époque, hein, je parle de l'époque, de nos mamans, de nos papas, les personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, je parle de ces gens-là. Alors, Péniel, parce que c'est d'abord sa première vraie relation amoureuse sérieuse. C'est la première fois qu'elle est en couple sérieusement. Elle s'est mariée à 18 ans, elle ne connaissait rien à la vie. Elle n'a pas spécialement reçu, on va dire, l'éducation spécialement dédiée au mariage, surtout au mariage avec un homme congolais du type de Mike Alambay. Eh ben, la seule en fait, chose qu'elle pouvait faire, le seul refuge qu'elle avait, c'était de venir sur les réseaux sociaux pour déballer sa vie, pour expliquer ce qu'elle avait vécu et pour raconter tout simplement l'enfer dans lequel elle était plongée. Donc elle, je pense que c'est vraiment parti d'une bonne intention. Elle est venue dire aux gens ce qu'elle avait vécu comme traumatisme et dire aux gens, bah voilà, ne vous fiez pas à cet homme parce qu'il fait des choses en catimini qui ne sont pas correctes. Et comme je l'ai dit, hein, le retour, en tout cas en majorité, d'une grande majorité de la communauté congolaise a été très négatif parce qu'on a des tantines qui sont complètement matrixées, qui trouvent que c'est normal, en fait, pour une femme de recevoir des gifles, par exemple, d'un homme, qui trouvent que c'est normal de souffrir dans un foyer. Et donc, elle reçoit beaucoup de haine, beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces. Et en fait, elle devient un petit peu le clown et le souffre-douleur de la communauté congolaise. Donc, pour bien comprendre, on a une femme qui avait un potentiel de malade, qui a reçu une bourse avec un financement à 100% pour faire des études supérieures aux États-Unis, qui a un passeport américain, qui n'a jamais été mêlé à aucun scandale, qui n'était même pas connu dans la communauté congolaise, qui se retrouve en fait du jour au lendemain à être
traité de tous les noms, à être moqué. C'est vraiment devenu le souffre-douleur de cette communauté. Les gens l'insultent. Même la personne la plus démunie en RDC, peut-être qu'il n'a même pas de quoi manger en fait, de quoi faire ses 3 repas journaliers, va prendre un micro, s'asseoir et venir l'insulter. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect, de l'absence de charisme qui s'est envolé et du manque de prestige de toute cette situation? Aujourd'hui, elle est devenue trop accessible en fait à tout le monde. Vraiment, tout le monde, chacun peut se lever et y aller de son commentaire, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui était sans histoire, elle s'est retrouvée salie, mais vraiment traînée de tous les côtés, insultée de tous les côtés, parce qu'elle a osé parler, elle a osé dire la vérité sur ce qu'elle avait vécu dans son mariage. Avec toute la haine qu'elle a reçue, Péniel a commencé à faire une dépression. Elle avait des problèmes de santé mentale, ce qui est totalement compréhensible. Hein. On parle d'une jeune femme qui s'est mariée à 18 ans, qui voyait en cet homme en fait son protecteur, qui voyait en cet homme l'homme de sa destinée, qui a décidé de mettre entre parenthèses ses études pour suivre un homme qui finalement s'est révélé être un homme qui n'était pas celui dont elle rêvait en fait. Un homme qui, selon ses dires, la frappait, surtout lorsqu'elle était enceinte, qui n'était pas fidèle, qui n'était pas vrai, un menteur. Et elle décide d'aller en parler au public et elle reçoit toute cette vague en fait de haine et d'indignation. Et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, l'a marquée en fait à vie et elle a subi pas mal de problèmes psychologiques par rapport à ça. Elle raconte elle-même plus tard qu'elle a essayé du coup de mettre un terme à ses jours, hein, à 2 reprises et qu'elle était obligée de prendre des médicaments pour soigner sa santé mentale. En plus de ça, elle n'était pas spécialement bien encadrée, bien entourée. Elle était en froid avec sa mère, donc elle avait des conseils, elle recevait des conseils de personne. Et l'erreur qu'elle a faite, c'est de croire qu'en fait que les réseaux sociaux sont un refuge. On ne raconte pas ses problèmes sur les réseaux sociaux. Et elle s'est un peu prise en fait, elle a été prise en fait plutôt dans cet engrenage de likes, de partages, de commentaires, de followers. Elle croyait que c'était ça la vie. Donc elle a commencé à s'exposer avec son nouveau conjoint et a fait une vidéo pour adultes avec celui-ci. Et elle a décidé de partager cette vidéo à une amie, mais complètement stupide comme action, mais bon bref. Et cette amie a transféré cette vidéo aux pages gossip congolaises. Donc du coup, sa vidéo pour adultes a fuité et a été rendue publique et visible par tous. Je fais exprès de vous passer vraiment des parties un peu glauques, c'est-à-dire des clashs sur internet où Péniel dit en fait que c'est un homme qui est irresponsable, que Mike Kalambay ne s'occupe pas financièrement de ses enfants et qu'elle a demandé la garde, etc. Il se clash sur Twitter, il se clash sur Instagram, ce n'est vraiment pas beau à voir. Et Péniel est également dans une situation financière difficile. Elle a demandé en fait à faire une cagnotte pour aider son dernier fils, qui avait un problème par rapport à ses jambes. Et Mike Allenby est venu l'insulter en disant voilà, on ne peut pas élever un enfant en faisant la manche, en tendant la main, etc. Enfin, vraiment une guerre, une cyberguerre entre guillemets, qui est assez puérile, ça vole pas haut, ça s'insulte, ça se clash, vraiment rien d'intéressant, mais l'histoire générale, elle est là. C'est comme ça que les choses se sont passées. L'avantage de Mike Allenby, c'est que d'abord, il est beaucoup plus âgé que Péniel. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très, comme je l'ai dit au début, intelligent sur le plan social. Il a une intelligence sociale. Et quand toute cette histoire a démarré, eh ben, il s'est caché derrière Dieu, en disant oui, non, Dieu m'a demandé de garder le silence, Dieu va combattre pour moi. Et ça, c'est typique des pasteurs congolais. À chaque fois qu'on les retrouve dans des situations cocasses, en faisant des vidéos pour adultes ou sur des audios qui n'ont pas de sens, et là, ils vont dire que Dieu m'a imposé le silence. En fait, à un moment donné, on ne sait pas s'ils se foutent de la gueule des gens ou si réellement Dieu leur parle. Parce que moi, j'aimerais bien, en fait, que Dieu leur parle quand ils sont en train d'effectuer des actes qui n'ont pas de sens et qui n'honorent pas justement ce fameux Dieu. Bref, pour revenir à nos moutons, ce fameux Mike Allenby, il était censé faire un featuring avec une chanteuse qui vient d'Australie, je crois, qui était mariée et qui a déjà ses enfants. Donc, arrivé là-bas, à Kinshasa, les choses se sont mal passées. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils se sont retrouvés à avoir des relations sexuelles ensemble, d'après les dires de la femme. Et Mike aurait demandé à cette jeune femme de passer par le chemin de derrière en utilisant de la vaseline.
chose qu'elle a acceptée, et la dame s'est retrouvée en fait à avoir des blessures au niveau, j'ai envie de dire, de la dernière étape de la digestion, si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, ça a fait un scandale, un tollé sur les réseaux sociaux, mais vraiment j'ai presque honte de parler de ça parce que ça vole pas haut. Cet homme qui se prétend être un homme de Dieu, un homme de parole, un homme vraiment stable, etc. En fait, c'est quelqu'un qui a des pratiques assez mystiques, assez bizarres. Parce que sortir avec une femme mariée, en plus lui imposer de passer par le chemin arrière, je trouve ça assez compliqué. Et là, même chose que pour Péniel, quand il y a une victime dans la communauté congolaise qui vient pour raconter ce qu'elle a subi, eh bien, on a une grande partie de cette communauté qui va décider de l'humilier, elle, la victime, et non de s'en prendre au bourreau. Surtout si ce bourreau est un homme qui se proclame homme de Dieu. Et donc, là, récemment, on a Péniel qui est allé à un concert de Mike Kalambay parce qu'il était de passage à Dallas. Et elle a fait un live en disant voilà, qu'elle souhaitait donner sa vie à Jésus, qu'elle était désolée. Elle a présenté ses excuses à Mike. Et elle a dit quoi d'autre? Elle a dit en gros voilà, que la démarche n'était pas bonne, même si le fond était bon. C'est ce qu'elle a dit. Parce qu'il faut comprendre que lors de ce live, enfin de ce concert plutôt, Mike Alambay, en fait, comment dire, il se moquait d'elle clairement. Il a fait une chanson où elle était prise pour cible clairement, où il se moquait d'elle en disant voilà, peu importe ce que tu vas dire sur moi, les gens seront toujours là pour moi, Dieu sera toujours là pour moi. Alors qu'en réalité, les propos que Péniel a tenus ne sont pas faux, ne sont pas inexacts. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, on se retrouve à avoir une situation où c'est elle, la victime, qui doit présenter des excuses en fait à son bourreau et tout ça de manière publique. Et ça, je trouve ça assez dommage. Et j'ai presque peur, en fait, qu'elle soit dans une espèce de syndrome de Stockholm où elle va retomber amoureuse, retomber dans les griffes de son ancien bourreau. J'ai vraiment peur parce que je crois que sa santé mentale n'est pas encore rétablie à 100%. J'ai mis Sœur en Christ 2.0, le destin des influenceurs congolais, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait, à chaque fois quand on aura une influenceuse d'origine congolaise qui va monter comme ça, et qui va prendre du galant, qui va avoir une communauté plus grande, avoir beaucoup de prix, de marques, etc. On va toujours, à un moment donné, surtout pour les femmes, voir qu'elle va disparaître totalement des réseaux sociaux, et un mois plus tard, elle revient, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment des carrières qui ont été détruites comme ça, des carrières qui se sont arrêtées, qui étaient plutôt prometteuses au départ, mais qui se sont arrêtées. Je pense qu'on met beaucoup trop, en fait, on instille une sorte de peur chez les Congolaises tout simplement, et qu'on ne veut pas qu'elles volent trop haut. On ne veut pas qu'elles s'épanouissent en fait pleinement. Je le vois avec la Didi Stone qui est devenue Sœur en Christ, on le voit avec Péniel et je l'ai également vu il y a quelques années. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez en tout cas du Tila Gang. En tout cas, c'est une femme qui s'appelait Ornella et l'autre qui s'appelait Betty. Elles avaient créé voilà, une entreprise et tout sur les réseaux sociaux, ça marchait plutôt bien. Et du jour au lendemain, elles ont arrêté, plus rien. Elles sont devenues Sœurs en Christ. Sauf que la Congolaise, elle, bah, elle s'est faite carotte, elle s'est faite arnaquer, entre guillemets, hein, parce qu'au final, l'autre avec qui elle faisait justement ce duo, elle a épousé un footballeur, donc bien assise financièrement, et elle, bah voilà quoi. Donc c'est un schéma qui se répète, donc je crois que de manière structurelle, on veut mettre la peur, en fait, on veut mettre le doute chez les influenceurs congolaises, on ne veut pas qu'elles volent trop haut, on ne veut pas qu'elles se développent trop, bah, de peur de faire carrière, de peur de devenir vraiment indépendante et de ne plus être sous l'influence du groupe ni de la communauté. En tout cas, c'est un propos qui m'engage moi, et je n'ai pas forcément je ne détiens pas, je n'ai pas de monopole de la vérité sur ce sujet, mais c'est une analyse que j'ai faite et c'est un constat également que j'ai fait. À présent, nous allons parler français. Et en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout a déjà été dit. C'est une histoire qui est totalement médiocre du début à la fin, avec un très très mauvais choix du conjoint de la part de Péniel et elle a payé très cher. Aujourd'hui, elle est la risée de la communauté congolaise. Les gens presque vont lui jeter la pierre, n'importe qui va se lever un matin pour aller lui parler, mal parler d'elle, aller la critiquer. Alors qu'à la base, c'est une femme qui était sans histoire, sans réputation, qui avait un destin qui était brillant, qui voulait faire de grandes études, qui voulait devenir, entre guillemets, quelqu'un dans la société. C'est quelqu'un voilà, qui a grandi aux États-Unis, c'est quelqu'un qui, normalement,
Si elle avait suivi le cours normal de sa vie, elle aurait pu, j'en sais rien, aujourd'hui devenir avocate, devenir neurochirurgienne, épouser, j'en sais rien, un ministre aux États-Unis, un entrepreneur, un ingénieur, un trader, pourquoi pas faire partie elle aussi de la Maison Blanche puisqu'elle est américaine. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de personnes comme Mike Kalambay qui vont venir voler votre destin, le briser et le détruire. Mais j'espère pour elle que elle va vite rebondir et que les choses iront de mieux en mieux, évidemment. Maintenant, par rapport aux tantines dans différentes communautés, qu'elles soient congolaises, camerounaises, gabonaises, peu importe, c'est vraiment dommage parce que certaines mères vont présenter leurs enfants, leurs filles, qui ont des diplômes, qui ont fait des études ici, qui ont leurs papiers aussi, surtout, très important, à soi-disant aux frères en Christ, aux jeunes qui viennent d'Afrique. Il n'y a pas de souci, enfin par rapport au fait de venir d'Afrique, pardon, mais ces jeunes qui n'ont ni diplôme ni travail et qui n'ont rien d'autre à part le fait de faire des prières de 2 heures, à part le fait de parler en langue, de dire Shikababa. Ça, ce n'est pas suffisant aujourd'hui dans notre société. En France, ce n'est pas suffisant. La France est un pays compétitif. Aujourd'hui, pour être tout en haut de l'échelle sociale, il faut des diplômes, il faut un savoir-faire, il faut de l'expérience. Attention, qu'on se comprenne bien. Être pasteur ne me pose absolument aucun problème tant que cela reste une vocation et cela est fait de manière partielle, vraiment à temps partiel, c'est-à-dire du samedi au dimanche par exemple, très bien, mais que du lundi au vendredi, tu as un travail fixe avec une rémunération fixe. Tu peux payer ton loyer, tu peux aller à la banque prendre un prêt, tu peux acheter une voiture, une voiture. À force de parler de congolais, bah voilà. Tu peux avoir une voiture, tu peux avoir plein de choses. Voilà, c'est ça qu'on veut, de la stabilité. Être pasteur, c'est pas suffisant. Il faut des diplômes, il faut une stabilité. Et donc, je ne comprends pas qu'il y ait des mères qui poussent leurs enfants dans les bras des personnes qui n'ont rien. Alors qu'on est quand même aujourd'hui dans des pays développés où le rêve, en fait, n'est presque pas limité. Alors, certes, parfois on aura des plafonds de verre, mais on peut toujours briser le plafond de verre. Avec notamment le cas de Ramayad, ici en France, Christiane Taubira ou autres. Et ça, c'est vraiment une chose qui est déplorable et qu'on voit beaucoup dans la communauté africaine, dont notamment le Congo, le Cameroun, le Gabon aussi de temps en temps, mais beaucoup plus dans le Congo. Dans les deux Congos, à la fois Brazza et RDC. Bon, moi je vous donne mes conseils, mais à la fin de la journée, chacun voit midi à sa porte. Si vous voulez tenter l'aventure pour finir comme Péniel, allez-y. Ou si vous préférez poursuivre vos études, évidemment, le choix restera le vôtre. Mais en toute transparence, je vous conseillerais toujours de miser sur vous, d'investir dans vos projets. Ne mettez jamais entre parenthèses en fait vos projets, votre avenir pour les beaux yeux d'un homme. Surtout un homme qui ne vous a rien prouvé du tout. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir de toute cette histoire qui est tragique. L'autre, c'est que on peut être quelqu'un, on va dire, d'assez élevé dans la société, et parce qu'on fait un mauvais choix par rapport au conjoint, on se retrouve être la risée de tout le monde. Même des gens qui n'auraient jamais eu l'opportunité de nous voir, de nous dire bonjour, de nous dire quoi que ce soit, et bien ces personnes peuvent tout se permettre parce qu'on a ouvert la porte à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et à partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao.